parce qu'en Yougoslavie, on ne voulait pas cette construction européenne qui n'est pas construction mais destruction. Donc, j'ai vécu en Grèce les années 50, j'ai vécu en Italie à l'époque où on faisait des attentats, on disait que c'était l'extrême gauche, mais les bombes venaient de bases américaines. Donc, j'ai vécu en France 15 ans. Alors, ce qui me semble, j'ai fait l'université, et en Yougoslavie, je travaillais comme traductrice dans la rédaction qui traduisait les textes, documents des Nations Unies, etc., même des banques mondiales, Fonds monétaire, etc., de anglais, en russe, etc. Je traduisais de l'italien, espagnol et d'anglais. Donc, la taxe russe aussi faisait des articles, des analyses en anglais, aussi les chinois, etc. Et voilà. Ce qui me semble, à ma petite personne qui a fait des études à la Sapienza di Roma et qui si è laureata con 110, donc c'est que la construction européenne, c'est surtout la destruction du socialisme, ou si vous voulez, la destruction de la démocratie. Parce que la démocratie, ce que nous enseignent les Grecs, c'est le pouvoir du peuple. Même dans l'Empire romain, c'est le peuple qui décidait. Un impérateur, plus qu'aujourd'hui, excusez-moi, plus qu'aujourd'hui. Regardez Berlusconi et regardez ce que je... c'est mon opinion. Donc, ils ont commencé d'abord à boycotter Staline. Ils ne voulaient pas ouvrir le front ouest. Il a attendu 40 millions de morts slaves. Et après, ils ont dit que c'était eux qui sont entrés en Auschwitz et libérés. Bon. Ils ont commencé peu à peu à détruire le socialisme partout. Nous avons vu en Iran, nous avons vu en Afghanistan, c'était l'occupation soviétique, et qu'est-ce qui se passe dans toutes les guerres aujourd'hui, humanitaires. Donc ils ont calomnié Staline, c'est une propagande atroce. Aujourd'hui, on nous présente une crise, nous avons vu les manifs en Espagne, et la crise est le capitalisme, donc on ne construit pas, on construit une dictature de grand capital, point. Donc voilà, j'aimerais poser cette question, est-ce que c'est vrai que la construction européenne et surtout calomnier Staline, que peut-être a ou ses je ne sais rien, mais calomnier Staline comme c'est pratiquement nous qui avons vaincu le fascisme. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas ouvert le front ouest. Et ils s'est battu un petit peu les Anglais en Afrique. Donc, pourquoi on a détruit le socialisme en Europe de l'Est? En Iran, on a mis Khomeini est parti de Paris. Pourquoi on impose à cette France qui a une tradition révolutionnaire le modèle américain? Donc voilà, c'est ça. J'espère que ma question est claire. Et surtout, cette Italie, désormais la France est complètement sous l'OTAN. Mais l'Italie l'était déjà l'année 70. L'Italie, l'assassinat de Moro, Aldo Moro, le compromesso storico, c'était évident qu'est-ce que c'est la construction européenne. Parce qu'il y a d'autres questions qui avaient posé des questions, je vous laisse venir ici parce qu'il n'y avait pas les questions. Bonjour. Vous avez parlé de méthode keynésienne tout à l'heure. C'était plutôt une méthode de Milton Friedman, de l'école de Chicago, non? Plutôt que... Parce que je pense que ce qui est en vogue maintenant, justement, le keynésisme a été abandonné et
C'est la méthode de Milton Friedman, de l'école de Chicago, ce qu'on appelle la stratégie du choc actuellement. Voilà. Et actuellement, je crois qu'il y a un gouverneur, le gouverneur de la Banque européenne, qui est d'origine italienne, il a travaillé avec Goldman Sachs. Et c'est Goldman Sachs qui actuellement, a priori, est en train de prendre la main sur l'économie européenne. Pour l'attribution des marchés qui a caractérisé la période qui a suivi la Première Guerre mondiale, période caractérisée, si on évoque les choses du point de vue des affrontements majeurs des impérialistes, période caractérisée par l'affrontement majeur entre l'impérialisme anglais et l'impérialisme américain, et un affrontement majeur qui était déjà d'ailleurs l'affrontement antérieur de l'impérialisme allemand, tous ces impérialismes ayant soit une vocation à maintenir leur prise, je pense notamment à l'impérialisme anglais, soit évidemment une vocation à la développer. Or, l'impérialisme, évidemment, on ne sait plus, d'abord parce qu'on ne sait plus ce que c'est que l'impérialisme, en plus on ne sait pas ce qu'est l'objectif de l'impérialisme, évidemment, comme on ne sait pas ce que c'est. Un impérialisme dominant, ça vise à dominer tout. C'est-à-dire, il n'y a pas de marché qui doit lui échapper. Or, et je reviens à ma première question, après ce qui est apparemment un détour, j'avais bien compris autrefois que les États-Unis s'en prenaient à une Union soviétique, ma foi, qui était bien débonnaire, qui s'était mise dans son coin, qui avait dit qu'elle n'irait pas au-delà de 1945. D'ailleurs, tout le monde, tous les dirigeants des pays impérialistes étaient très tranquilles. Et je me disais quand même, dans la répartition entre sphère d'influence soviétique et sphère d'influence américaine, il est clair que les Américains cherchaient à empiéter sérieusement sur la sphère d'influence soviétique. C'est-à-dire, ne faisaient pas seulement la guerre froide pour mettre un loup-garou, ce qu'on a cru, mettre un loup-garou devant les populations de la sphère d'influence américaine pour leur dire « regardez comme c'est bien chez nous, regardez comme c'est abominable de l'autre côté », ce qu'on aurait pu croire, ce que beaucoup de chercheurs croient. J'ai eu pendant des années, j'ai fait venir une jeune collègue qui travaillait sur les rapports entre les États-Unis et les émigrés tchécoslovaques, puis plus largement les États-Unis et l'émigration d'Europe orientale, qui me disait, à chaque fois qu'elle venait à mon séminaire, elle expliquait à mes étudiants que les États-Unis s'intéressaient moyennement à la question orientale. Pour moi, je travaillais sur le Vatican et je me rendais compte que les États-Unis, non seulement ne se désintéressaient pas de la question orientale, mais qu'ils utilisaient le Vatican comme moyen essentiel, comme moyen politique essentiel de reconquérir la zone, en tout cas d'infliger des coups très sévères à l'Union soviétique et aux dirigeants de la zone d'influence soviétique, puisque le Vatican leur servait de véritable instrument de conquête, puisque les liens entre les classes dirigeantes dans ces pays catholiques, quelquefois à majorité écrasante catholique, pensez à la Pologne, hein, il y avait à peu près 30% de non-catholiques en Pologne avant-guerre, avec la liquidation des Juifs, il n'y en avait plus. Il y avait une Pologne entièrement catholique, la Hongrie l'était presque entièrement. Enfin bref, avec le Vatican, ils avaient le moyen de porter des coups. Mais ce que j'ai compris dans les 15 ans suivants, c'est qu'il ne s'agissait pas seulement de porter des coups pour montrer à l'Ouest à quel point il était invivable d'être à l'Est. Il s'agissait de faire ce qui nous trompe un peu, parce que la présentation apocalyptique du bolchevique, le couteau entre les dents, n'a cessé de peser sur nos populations depuis 1917, comme je disais toujours à mes étudiants. Enfin écoutez, l'antisoviétisme n'a pas commencé avec Staline, il a commencé évidemment en 1917. Et si on évoque l'histoire de l'Allemagne, on se rend bien compte que l'expansion allemande s'est faite largement, pas essentiellement, mais s'est faite largement sur la haine du russe, sur la haine slave, sur la haine du slave, hein, comme sur la haine du français. Donc, tout ça a pris une connotation idéologique anti-rouge, mais l'objectif, ce que montrent les sources,
de plus en plus ouverte. Ce que montrent des travaux de très grande qualité, c'est que les États-Unis n'ont pas eu projet simplement de faire vivre les populations de leur sphère d'influence, qualifiée de sphère démocratique, en évitant toute contagion, c'est-à-dire n'ont pas pratiqué ce qu'on a appelé la politique de l'endiguement ou la politique du containment. Ils ont pratiqué la politique de la conquête, comme le fait tout impérialiste. Et dans la nouvelle édition de l'ouvrage, je montre à quel point, et par les sources et par la bibliographie, à quel point on n'est plus du tout dans l'hypothèse de ce simple affrontement non mobile. On est dans une perspective qui est une perspective logique, qui a caractérisé le développement de tous les impérialistes. On est dans une période de conquête, et dans une période de conquête continue. D'ailleurs, tout le monde peut s'apercevoir aisément que la chute de l'Union soviétique n'a porté aucune atteinte à la politique d'expansion américaine, et à l'égard de l'Europe orientale, et ailleurs. La deuxième question, donc, bien entendu, il était clair que ce qu'on a appelé la guerre froide, et dont les meilleurs auteurs anglophones font remonter la naissance, non pas à 1945, mais à 1917, puisque l'historiographie révisionniste est née de cette mise en cause du concept ou de la chronologie de guerre froide. Tous les auteurs révisionnistes, je pense en particulier aux deux grands fondateurs, Fleming d'une part, William Appleman Williams d'autre part, ont montré que la période d'affrontement contre la Russie, elle avait commencé en 1917. Mais la période d'affrontement contre la Russie, elle avait commencé avec l'impérialisme. Tout le monde, dans les pays impérialistes, voulait se goinfrer l'Ukraine. Parce que l'Ukraine est riche, parce que l'Ukraine est pleine de ressources. Autrement dit, il faut bien comprendre que l'espèce de carcan idéologique dans lequel nous vivons plus que jamais, puisque ça a atteint ces 20 dernières années une sorte de niveau apocalyptique, résumé par Staline, le dictateur rouge. Vous avez peut-être vu ça à la télé, on a montré ça à nos étudiants, avec la caution d'ailleurs de l'association d'histoire-géographie, puisque maintenant les historiens français se sentent engagés dans l'arène de telle sorte que ça leur fait perdre le minimum des normes imposées au travail historique. On se retrouve, si on fait une histoire sur la base des sources, et si on est capable, évidemment, de faire une histoire de long terme, si on est capable de faire une histoire du capitalisme, de ses phases différentes, en particulier de sa phase impérialiste, évidemment, on se retrouve dans un autre cas de figure. Le cas de figure qu'analyse avec beaucoup de succès, avec beaucoup de talent, je n'ai pas fini le livre, mais le livre de Losurdo sur Staline, j'en ai lu déjà près de 100 pages, et je dois reconnaître que c'est une étude de l'historiographie tout à fait remarquable, et qui contribue à faire bouger le balancier qui, on le sait, ces 20 dernières années, en effet, a été orienté d'une manière qui ne tient aucun compte des réalités historiques depuis 1917 et même avant. Et avant de laisser la parole à mon voisin, je voudrais juste faire une remarque générale qui consiste d'ailleurs à balayer un autre présupposé. Comme nous fonctionnons sur l'antiphrase et la tendance à donner un nom impropre à toute réalité ou tout concept, nous expliquons maintenant, ou on nous explique, que nous vivons sous une phase de capitalisme libéral. Pas du tout. Je vais revenir à l'excellente définition par un collègue géographe, je crois dans les années 1970 ou 1980, des États-Unis. C'est un géographe des États-Unis
qui avait fait un petit bouquin, c'était, je crois, dans un petit collection U2 chez Collin, Jean Rivière, il a fait un bouquin sur les États-Unis dans lequel il disait les États-Unis, c'est le socialisme pour les riches et la société de risque pour les pauvres. Il n'y a jamais eu de retour au capitalisme libéral depuis qu'on est sorti du capitalisme libéral, sachant qu'au XIXe siècle, le capitalisme libéral n'a jamais existé au-delà de la phase initiale de constitution du capitalisme dit libéral, c'est-à-dire, en gros, la première phase de constitution du capitalisme anglais, belge, jusqu'à un certain moment, puisque même en Belgique, très vite, et aussi d'ailleurs en Angleterre, on est passé à une autre phase que celle du rôle de l'État gardien de nuit qui se chargeait de la répression, tandis que le capital privé fabriquait les voies ferrées. On est passé au capitalisme d'État avec une intervention étatique majeure. Jamais les États-Unis n'ont échappé à cette définition. Toujours aux États-Unis, depuis que le capitalisme américain existe, l'État est entièrement au service du capital, à tous les degrés, et pas seulement par le financement de la recherche. Donc ça fait partie des fantaisies. Stratégie du choc, oui, c'est-à-dire stratégie de limitation drastique des salaires, je pense qu'il n'y a pas de limite, et ça m'amènera à une dernière remarque, relative d'ailleurs à ce qu'a dit également mon collègue, c'est que nous sommes les victimes objectives d'une incapacité de pensée qui est causée par la guerre conduite au marxisme ces dernières décennies. Je m'explique. On ne peut pas comprendre une crise si on ne sait pas ce que c'est que le capital. Et si on ne revient pas à l'explication de la valeur de la marchandise, de la valeur d'échange, de la valeur d'usage, de la composition organique du capital, c'est-à-dire des rapports entre le capital constant qui ne varie pas dans le procès de production et le capital variable qui lui varie parce que c'est-à-dire le capital investi en salaire, parce que seul le travail vivant est producteur de valeur. Si on ne fait pas cette analyse, on est incapable d'expliquer la phase actuelle de la crise et on est surtout incapable de comprendre qu'on est manifestement entré historiquement dans une phase de crise du capitalisme qui est tout à fait comparable à la crise de la féodalité, je dirais au XVIIIe ou au XIXe siècle selon les pays. C'est-à-dire une crise qui n'a plus de solution historique autrement que par non pas cette expression stupide de dépassement du capitalisme, car ça ne veut rien dire, mais de liquidation de la propriété privée des grands moyens de production et d'échange. Ça n'est pas une simple proclamation politique, c'est la réflexion sur le fait que la liquidation du marxisme constitue une véritable paralysie qui ne permet plus aujourd'hui aux économistes, qui ne permet plus aux historiens, qui ne permet plus à qui que ce soit de comprendre qu'on est entré dans une phase de baisse des taux de profit imputable à l'évolution du capitalisme, qui fait que le capitalisme historiquement est condamné à mort. Ah ben ça, ma foi, on n'en sait rien, mais au moins on pourrait être mis en mesure de comprendre mieux les choses, et naturellement on n'est pas en mesure de le faire parce que il va de soi, je reviens au grand ancêtre, il va de soi que la situation actuelle illustre cette remarque de bon sens de Marx selon laquelle l'idéologie dominante est l'idéologie de la classe dominante, et elle est maintenant tellement dominante qu'elle est hégémonique et que pratiquement plus rien n'est possible en dehors d'elle. Et comme les méthodes keynésiennes ont été évoquées, méthodes keynésiennes qui étaient des méthodes de sauvetage du capitalisme et qui ont sauvé le capitalisme, Keynes étant d'ailleurs, au contraire de ce qu'on prétend, non pas un personnage débonnaire, mais un représentant féroce du capital, d'un antisoviétisme à couper au couteau et d'une
et d'une partialité à l'égard du Reich, qui explique d'ailleurs que ces conditions économiques de la paix de 1920 aient connu des rééditions multiples dans l'Allemagne de Weimar. Je présume d'ailleurs qu'il n'était même pas interdit, je ne me suis jamais posé la question, je n'ai jamais rien trouvé là-dessus, mais je présume qu'il n'avait pas de raison même d'être interdit à l'époque hitlérienne. Keynes, qui passe comme pour une sorte de bienfaiteur, de créateur du système de santé, etc., est un de ces hommes qui, en effet, non pas ont compris que le capitalisme devait être sauvé par l'État, qui ont dit que le capitalisme serait mieux sauvé si, publiquement, l'État assumait une partie des dépenses qui n'assumait que clandestinement. Et je terminerai par cet exemple concret. Il faut savoir qu'avant-guerre, dans une époque qui n'était officiellement pas keynésienne en France, le contribuable français payait tant la tonne de déficit du charbon et de l'acier privé, et tant le kilomètre de déficit des grandes compagnies de chemin de fer. Autrement dit, depuis le XIXe siècle, existe un financement massif, très massif de l'État, qui, selon les périodes, a pris un aspect ouvert ou moins ouvert, qui, selon les périodes, a connu des infléchissements démocratiques ou non démocratiques. Je donnerai comme exemple les nationalisations particulièrement non démocratiques de l'Angleterre travailliste et le tout petit grain de démocratie que le rapport de force a introduit en France, pas pour longtemps, mais dans des conditions telles qu'il a fallu quelques décennies pour s'en débarrasser complètement. On reviendra après sur la deuxième question. Bien, je dois être plus synthétique parce que je pense que le temps. Nous avons considéré plusieurs questions et serait intéressant une prochaine fois d'approfondir quelque chose. Les ultimes sur le marxisme m'intéressent beaucoup. Il n'est pas possible maintenant de les synthétiser dans 3-4 battues. Mais pour répondre à la seconde question, je voudrais souligner que la théorie quantitative de la monnaie dit que chaque augmentation de la quantité monétaire produit inflation. Il y a la possibilité que la production augmente aussi et ça peut réduire l'inflation parce que la nouvelle monnaie rencontre les biens et les services qui n'étaient pas avant. Pourtant, la première critique de Keynes et de sa école était que la situation normale était de chômage et pourtant les chômeurs pouvaient utiliser la création des monnaies pour demander et produire comme employés les biens et les services demandés. Que seulement la théorie quantitative de la monnaie de Friedman était correcte quand l'occupation était pleine. Parce que quand l'occupation était en situation de plein emploi. Et in cette situation, chaque production de monnaie n'est pas capable de solliciter un absorbement d'emploi et pourtant l'effet inflatif sera plus évident.
La deuxième la deuxième différence entre les deux écoles est que l'inflation était générée par l'augmentation des salaires monétaires, parce que les salaires monétaires déterminent l'augmentation des prix. Selon la autre théorie, les salaires, c'est le contraire, les salaires augmentent parce qu'il y a une augmentation de prix et il y a besoin d'un adequement des salaires au prix pour acheter les mêmes choses qu'achetions avant. Che è una teoria che ha sa racine nella teoria classique condivisa de Marx, que les salaires sont adéquats à la possibilité des ouvriers de survivance. C'est celui-là la définition de prolétaire. La plus grande différence entre les deux conceptions de l'économie est à propos des investissements. Pour la théorie quantitative de la monnaie de Friedman, nous pouvons faire investissement proportion en épargne, parce que tant de monnaie nous avons de paniers ou déposité dans les banques, tant nous pouvons investir. Pour l'autre théorie, c'est exactement le contraire. L'investissement est possible avec una dette, mais l'investissement et ses effets générera déposits et sommes de monnaie. La différence est énorme parce que la première conception bonne dans une économie agricole où nous n'avons pas de monnaie, mais nous avons par exemple la production de blé qui est épargnée pour la sémina, pour semer l'investissement de l'année successive. Et pourtant, la population qui peut vivre dans ces systèmes est limitée dans la nécessité de l'extension de la consommation pour destiner la ressource réelle à la sémine. C'est une théorie correcte dans une économie primitive et agricole, n'est pas une théorie applicable à une économie monétaire, financière, bancaire comme l'actuelle, où est possible l'investissement s'il y a une perspective de profit. À la baisse des coûts de revenus. Alors, là, ça m'amène à la grande similitude des crises. C'est le fait que toute crise du profit, crise qui se déclenche pour des raisons analysées par Marx, c'est pourquoi je reviens toujours à Marx, toute crise du taux de profit, puisque une crise, c'est une crise du taux de profit. Toute crise du taux de profit doit, en système capitaliste évidemment, être corrigée, si je puis dire, par une baisse des salaires considérable. Tout simplement parce que salaire, non pas seulement salaire et prix sont à comparer, mais salaire et profit varient en sens inverse pour la bonne et simple raison qu'il ne peut y avoir de profit que s'il y a plus-value, et il ne peut y avoir de plus-value que dans la mesure où il y a du travail non payé. Si c'est vrai, et je ne vois pas comment ce serait faux,
crises, et c'est en tout cas comme ça que se sont résolues les crises de 1873 en 1914, à partir de 1914, et la crise de 1929 à partir de 1939, toute crise, avec un entre-deux, toute crise entraîne donc de la part du capital une lutte plus féroce que jamais pour la baisse des salaires. Si le profit doit être maintenu ou augmenté, alors il faut baisser le salaire de manière drastique et vite, rapidement. Ça explique évidemment ce qui s'est passé dans les années 1920 ou 1930, c'est-à-dire le recours à des formes terroristes de pouvoir. Il est rare que les salariés se laissent déposséder de 10%, 15%, 20%, 30% de leur salaire sans amorcer une réaction, même quand ils ont des syndicats extrêmement compréhensifs, voire franchement laquais. C'était le cas de l'Allemagne, où, sauf la petite minorité de l'UDGB dirigée par les communistes allemands, active, très active dans certains secteurs, ça n'a pas bougé. Pourquoi est-ce que l'Allemagne a été, je dirais, confrontée à la baisse la plus drastique des salaires, donc qui a été corrigée parce que l'impérialisme allemand est allé conquérir une bonne partie du monde et donc a donné quelques miettes, enfin pas beaucoup aux ouvriers, il faut bien le dire. Pourquoi? Parce que le capitalisme s'est trouvé, notamment d'ailleurs par l'incapacité de la classe ouvrière allemande à réagir, s'est trouvé en mesure d'établir là une baisse drastique des salaires épouvantable. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La limite de la crise, la limite de la non-solution à la crise, ça va être la capacité des peuples à se faire déshabiller. Si les peuples acceptent une baisse de salaire de 20, de 30, de 40, de 50%, le capitalisme peut vivre. Ou alors, s'il ne peut pas vivre dans les conditions de profit à peu près satisfaisantes pour une fraction du capital, parce que c'est une donnée qu'on oublie. Beaucoup de gens vous disent, mais non, il n'y a pas de crise, puisque regardez le CAC 40, non, il n'y a pas de crise. Mais il n'y a pas de crise parce qu'il n'y a pas de crise pour une fraction du capital, c'est-à-dire qu'une fraction du capital, non seulement n'a pas vu sa part de profit baisser, elle l'a vu augmenter. Pourquoi? Parce qu'elle exerce une pression écrasante sur la quasi-totalité du monde, et maintenant, depuis plus violemment depuis un certain nombre d'années, bien que ça dure même chez nous depuis 40 ans, parce que ce capital est en mesure d'obtenir de la population des sacrifices drastiques. Donc, on demande, ce qui ne correspond pas évidemment à mon métier, mais enfin il ne faut pas être non plus trop hypocrite, je suis citoyenne comme tout le monde, les perspectives de la solution actuelle, c'est les mêmes perspectives qu'au XXe siècle, où ce qui ne s'est jamais vu, où les populations, où une fraction des populations résiste de manière tellement forte qu'il se produit quelque part une révolution. On n'a pas vu ça au XXe siècle. On n'a pas vu ça comme réplique directe à une crise. Ça ne s'est jamais vu comme phénomène. Moi, je ne suis pas, en l'occurrence, je ne suis pas Cassandre, je n'en sais rien. Peut-être ça peut se faire. On n'a jamais vu. En revanche, ce qu'on a vu, c'est que le capitalisme, à un moment de sa crise, insoluble, se trouve en situation de déclencher une guerre générale qui est une solution, une guerre approfondie, qui est une solution à ce que Marx montre notamment dans le Capital, c'est-à-dire qu'il faut détruire le capital excédentaire et il faut détruire les forces productives excédentaires. Ça veut dire tuer par millions, par dizaines de millions, des populations et détruire physiquement du capital. C'est-à-dire que le capitalisme apparaît aujourd'hui, c'est incontestable,
tout en trompant les populations sur les motifs pour lesquels il entre en guerre, apparaît comme contraint pour trouver une solution partielle à la crise du profit, se trouve confronté à une situation d'entrée en guerre permanente, mais partielle, de telle sorte que rien n'exclut en effet qu'il soit tenté de régler par une guerre générale, destructrice, extrêmement destructrice, plus destructrice que les guerres précédentes, parce que la crise, tout simplement parce que la surproduction est gigantesque. On n'a jamais connu une surproduction de ce type, c'est-à-dire une masse de capitaux qui ne trouvent plus de possibilité de profit. Ce que disait mon collègue tout à l'heure, c'est-à-dire voilà une surcapacité, enfin pour $1 investi productivement, 10 ou 50 ou 100 qui ne sont pas investis productivement. Voilà. Bon. Autrement dit, si le capitalisme est en mesure de le faire, il déclenchera une guerre générale, parce que il ne peut pas ne pas avoir besoin d'une guerre générale. La multiplicité de ces guerres partielles montre une parenté extraordinaire avec la guerre de 14 et la guerre de 39. Je vous signale que la guerre de 14 a été précédée par une série de guerres impérialistes et que la guerre de 1939 a été précédée par des assauts impérialistes. Aucune guerre générale, d'ailleurs, si guerre générale il y a, n'a été précédée par des guerres partielles aussi systématiques que la phase actuelle. Il y a l'atome maintenant. Ah, alors ça, mis à part, moi là encore, je ne suis pas Cassandre, je ne pense pas que le capital, à moins qu'il ait besoin de l'atome pour se débarrasser d'1 milliard ou 2 milliards de forces excédentaires, c'est foutu, je ne pense pas que le capital cherche à détruire totalement le monde qu'il a déjà détruit pas mal partiellement. D'ailleurs, comme chacun sait, ça donne d'ailleurs un nouveau thème très intéressant, c'est que on trompe une partie considérable des populations en leur expliquant, comme on leur expliquait, il faut le savoir, dans les années 30, qu'il n'y a plus de ressources, parce que je peux vous trouver des textes des années 30 sur le fait que dans 10 ans, il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de ceci, il n'y aura plus de cela. Le thème écologique n'est pas très neuf. Bon. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est arrivé à une phase historique où comme Rockefeller, dans une conversation avec un cinéaste dont j'ai oublié le nom mais qui a disparu 2 ans plus tard, on peut penser que certains grands capitalistes envisagent en effet que liquider 500 millions de personnes, finalement, ça aiderait à l'assainissement du capital. Autrement dit, si on veut prendre les choses en termes politiques, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que tout dépend de la réaction des peuples, c'est-à-dire de la capacité des peuples à dire à un moment non, à ne pas faire comme les Allemands ont fait en 1931, à se laisser tondre. Est-ce que les peuples seront en mesure de ne pas se laisser tondre? Si les peuples se laissent tondre, je ne vois pas, à la lumière des comparaisons historiques, comment sera évité un recours des impérialismes à une guerre générale. Voilà. Je le pense depuis des décennies, ce qui a fait d'ailleurs que mon mari m'a fait remarquer pendant des décennies que je prévoyais le pire, et que donc quand on prévoit le pire, évidemment, il risque d'arriver, mais je reviens à la théorie enrichie par les sources d'archives. Si on fait de la théorie, on voit que le capitalisme n'a pas grande solution, et que il faut envisager, alors qu'on nous a expliqué que le capitalisme était immortel et le socialisme mortel, c'est-à-dire la propriété publique des moyens de production et d'échange, il faut envisager que, comme les autres systèmes fondés sur la propriété privée des moyens de production, le capitalisme n'est pas immortel. Il est mortel, et que peut-être, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on en arrive à la période historique de la fin du capitalisme. Mais une période historique, ça dure longtemps, ça peut durer longtemps, ça peut être très court, ça peut être très long, j'en sais rien. Je
pense qu'on est à une phase d'accélération et qu'en matière de crise ou de crise de caractère systémique de la crise, on arrive quand même à une très très forte accélération. Je terminerai là-dessus. La crise qui a précédé 1914 a duré 40 ans. Donc on ne connaît pas la première crise de ce type. Et l'assainissement du capital a été si imparfait avec le règlement de la crise, avec la Grande Guerre, que le capitalisme a eu besoin d'une guerre générale 20 ans après. Et qu'il n'y a rien d'exceptionnel à ce que notre crise dure depuis les années 1970. Mais, je le répète, il est impératif de comprendre pourquoi on est en crise. On n'est pas, à mon avis, en crise parce qu'il y a une inadéquation entre le niveau de la monnaie. On est en crise parce que le développement du capitalisme mène aux crises. Et que dans ces crises, il y a des crises insurmontables. Bon. Si on continue à faire en sorte que la population, qui est une population développée, qui est une population cultivée, car on n'est pas dans la situation de la Russie de 1917 où Lénine disait qu'il était plus facile de faire une révolution avec des gens incultes qu'avec des gens pas incultes mais formés par en quelque sorte pourris par l'idéologie bourgeoise de son point de vue. On est dans une situation où la population est mise dans l'incapacité de penser que le capitalisme est mortel. Or, il l'est. Je voulais ajouter quelque chose à l'analyse des... c'est vrai que quelques crises capitalistes se sont reçues avec la baisse des salaires, parce que la baisse des salaires correspond à une valorisation de la monnaie et une augmentation des possibilités d'achat pour les personnes qui ont de la monnaie qui se revalorise. C'est la théorie de Pigou, mais n'est pas démontrée pendant la crise de 29. Pourquoi? Je fais un exemple monétaire, mais avant je dois dire une chose sur les motivations de la crise du 29. Pendant les années 20, la productivité des salaires augmentait plus que les salaires. Et la productivité du travail salarié. La productivité du travail salarié a augmenté 3 fois les salaires. Et pourtant, nous avons eu une augmentation de profit, mais parce que la capacité d'achat de la population était baisse, les magasins restaient pleins et commençait la crise. Bon, faisons un exemple. Si nous appliquons une baisse des salaires de 40%, considérant que les salaires sont les 60% du coût de production, nous avons une réduction des prix de 24%. Pourtant, nous avons une réduction de la demande de
consommation du 16%, parce que 40% est la réduction, 24% est la valorisation de la monnaie et la réduction de la demande, et les 16%. Le coût de production, c'est pas seulement les salaires. Hein. Si. Non. Non. Mais non. Il y a le capital constant. Il y a le capital variable, il y a le capital constant. Si. Je dis si. Mais non. Non, les salaires quand va le salaire. Une baisse de 40%, ça ne fait pas une baisse de 40% des prix de revient. Les prix de revient, il y a le capital constant dans le coût de production, c'est-à-dire les machines, ce qui ne produit pas de valeur. Une réduction des salaires de 40%. Parce que les salaires représentent les 60% de coût de production. Non, dans nos économies très développées, il n'y a aucun salaire pratiquement qui représente 60% de coût de production. Je ne crois pas même que ça existe. On regarde l'automobile, on a eu des non, je parle des années... Non, elle parle de l'époque. Mais même dans les années 30. Et quand était pour non, quoi? Non, non. On était à un niveau de concentration tel que le salaire ne représentait pas du tout 60% des coûts de production dans aucune branche. Enfin, pardon? Oui, non, mais là, ça dépend. Alors, c'est pour ça. La Bedati faisait en moyenne. Qu'est-ce que tu fais en moyenne? Non, on doit considérer tous les secteurs productifs. Tous les secteurs. Ah, non okay. seulement surtout si on parle du secteur manufacture. productif. Je ne parle pas du secteur non productif, je ne parle pas de la redistribution de la valeur à travers la société, mais de la sphère de la production de la valeur. Après, il serait parti. Plus vous pensez que les salaires représentent une portion mineure du coût de production, oui. et plus est vrai ce que je vous démontrer. Oui, c'est-à-dire, de toute façon... Il veut démontrer Parce une que chose, plus tu le réduis, plus c'est encore Ce qui vert. veut dire que ça ne suffit pas, ce qui veut dire qu'on réduirait le salaire à zéro, que ça Oui, mais fais-le finir. On est tout à fait d'accord. Voilà, et il faut le faire finir de dire, parce que déjà c'est difficile. Et le problème, plus est baisse la composition organique du capital, et mineure est la réduction des prix. Exactement, la baisse des salaires. Seulement si les salaires étaient les 100% du coût de production, la baisse des salaires serait voilà. les capitalistes. Voilà. Tout à fait. Ok, on est On est d'accord. Voilà. Oh, ce serait terrible si vous n'étiez pas d'accord. Oh là là. Oh là. Mais c'est extrêmement non, mais important de ça veut dire qu'il n'y a plus, ça veut dire qu'il n'y a plus de solution. Mais le capitalisme ne peut pas faire autrement. Hein. Le problème est que le capitalisme, dans la crise, veut la valorisation de la monnaie. Mais la valorisation de la monnaie non signifie profit, parce que les possesseurs de la monnaie valorisée n'investissent pas si la perspective des profits n'est pas haute, parce que les salaires ont baissé trop, beaucoup. Donc ça devient un peu... Alors, Marx avait entendu que quel capitalisme, quelle forme de capitalisme, parce que souffrit de la réduction des taux de profit, allait à finir. Et avait fait ses prévisions pour la fin du capitalisme. Mais la fin de ce capitalisme qu'il avait étudié. Le problème est que les marxistes n'ont compris que Marx avait raison, mais non raison dans la maxime théorique est une autre question. Raison comme s'il avait prévu la crise dans laquelle le capitalisme ne pouvait sortir avec la réduction des salaires.
Oui, mais il l'a si, non, il l'a dit, sont les marxistes qui n'ont pas compris. Et le capitalisme a compris qu'il devait changer de forme et pourtant passer d'un capitalisme de restriction à un capitalisme d'expansion, où au contraire le profit est soutenu d'augmentation des salaires. Non. Alors ça, si. Non. Mais, come no? Toute l'histoire après la seconde, le deuxième conflit mondial est une hausse des salaires qui détermine une augmentation de la demande et una perspective di aumentazione del profit. Quand les capitalistes retournent après la Thatcher, Reagan, etc., a pensé qu'une réduction des salaires sera bonne pour relancer les profits, nous sommes dans cette situation. Et le système de développement du capitalisme avec l'augmentation des salaires qui fait la différence entre les pays développés et les pays non développés a rencontré son obstacle dans la concurrence de la globalisation qui s'obtient qu'il est nécessaire de réduire les coûts de production et de réduire les salaires. Pourtant, le capitalisme actuel est un capitalisme qui a analysé Marx et qui est un capitalisme destiné à la crise et à ce syndrome sans possibilité de sortir, parce qu'il n'est pas en condition de